Il est compositeur, arrangeur, orchestrateur, multi-instrumentiste. Il adore la voix et la danse. Il est longtemps resté dans l'ombre des artistes. Et quels artistes? Vincent Delerme, Vanessa Paradis, Vianney ou encore Kessia Jones. Il a signé 8 bandes originales de films. Mais c'est celle d'Emilia Pérez, co-composée avec sa compagne Camille, qui le plonge dans la lumière. Et les statuettes s'enchaînent. Golden Globes, Oscar, César. Aujourd'hui, nous nous mettons dans les pas de Clément Ducol. Bonjour Clément Ducol. Bonjour. Quel plaisir de vous recevoir ici, dans la boutique Berluti du Faubourg Saint-Honoré, à Paris. Vous êtes un ami de la maison depuis 1 an, depuis le Festival de Cannes 2024. Berluti vous accompagne sur tous vos tapis rouges et toutes vos apparitions publiques, bref, dans cette merveilleuse aventure Emilia Pérez. Alors c'est ce film qui vous a fait passer, si je puis dire, de l'ombre à la lumière. Est-ce facile de garder la tête froide après un tel succès médiatique? Oui, c'est une gymnastique qu'on doit connaître, de passer tout le temps de l'ombre à la lumière. Parce que, en fait, tout ça raconte quelque chose du collectif. On travaille dans notre caverne, dans notre cave, dans notre grotte, tout seul, à écrire nos partitions. Mais en fait, c'est pour un devenir collectif, tout le temps. C'est pour toucher le monde, c'est pour appartenir à l'humanité, pour se connecter aux autres. Donc, c'est vrai que nous, on a moins l'habitude que des acteurs, des actrices ou des chanteuses, des chanteurs, d'être dans la lumière, mais c'est agréable aussi de passer du savoir-faire au faire-savoir. Au partage, sans dévoiler tout non plus, parce que j'aime bien la magie. J'aime bien qu'on pose plutôt la question pourquoi que la question comment. C'est comme les tours de magie. Moi, j'aime bien me laisser complètement emporter par la magie et sans comprendre. Sans comprendre le pourquoi du comment. Voilà, j'ai surtout pas envie de comprendre. Pour moi, dans ces moments-là, c'est plus partager quelque chose qui est lié à l'émotion, plus que la fabrication en elle-même de la musique. Et donc Emilia Pérez, pour d'ailleurs nos auditeurs qui ne l'ont pas encore vu, c'est le drame musical qui a raflé, si je peux dire, tous les prix. Ce film, il a été réalisé par Jacques Audiard. Alors, comment s'est faite votre rencontre avec Jacques Audiard? Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers échanges? Oui, je me souviens très bien de mon premier échange. C'était un texto de Jacques Audiard lorsque j'amenais mes enfants à l'école, qui disait « Bonjour, je m'appelle Jacques Audiard, je suis réalisateur de films. Je m'apprête à faire une comédie musicale. On m'a dit que ça pouvait vous intéresser. Si c'est le cas, prenons un café. » Autant vous dire que c'était une matinée assez folle pour moi. Et alors vraiment, Jacques Audiard, il a quelque chose de très instinctif, il fait très confiance à son ressenti, à son instinct, relationnellement. Et donc on a pris un café et on a échangé sur l'opéra, sur la musique classique, sur la pop, sur la musique urbaine, sur la danse, sur plein de choses, sans parler spécifiquement de son œuvre à venir. De ce projet voilà. En tant que tel. Mais plutôt, c'était une rencontre, en fait. Et c'est comme ça que petit à petit, les choses sont nées. Dîner après dîner, j'ai rencontré Thomas Bidguin, son co-scénariste. Tous les deux m'ont dit, mais nous, on sait écrire un scénario, mais on sait pas écrire de paroles de chansons. Et donc, je leur ai présenté Camille, ma compagne, dont ils connaissaient le travail déjà. Et de fil en aiguille, donc elle a commencé à écrire les textes des chansons, et puis certaines mélodies aussi, certaines chansons. Et c'était un peu une évidence artistique avec Jacques Audiard et le reste de l'équipe, ou il a fallu le temps aussi d'apprendre à se connaître? Enfin, l'évidence, ça a été le texte. Ça a été ça surtout qui nous a, l'histoire, qui nous a réunis, qui nous a motivés. On n'avait pas de scénario. On avait un traitement d'une 20aine de pages. Donc, un traitement, c'est une sorte de nouvelle. Sur laquelle on travaillait. Et la demande de Jacques Audiard, c'était de construire le scénario en musique, en chanson. Génial. Donc c'était fabuleux. Pour nous, musiciens, compositeurs, c'était une chance folle. C'était stressant aussi? Pas tellement, non. Non, c'était excitant, évident, c'était très excitant. Très excitant parce que tout d'un coup, on se retrouvait à l'élaboration d'un scénario ensemble. C'est-à-dire que nous-mêmes, on racontait l'histoire, quoi. Cette expérience a bousculé votre processus de travail, votre manière de composer. Est-ce que dorénavant, ce genre de
de façon vous inspire pour les prochains projets? Alors forcément, ça nourrit, tous les projets nourrissent mon imaginaire et puis me font grandir. J'aime beaucoup le rapport avec les réalisateurs parce qu'ils maîtrisent pas forcément le langage musical. Et ils parlent souvent en images. Et ça peut être très fantasque. Moi, je préfère qu'on me parle comme ça, plutôt qu'en me donnant des références musicales, parfois qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, dans lesquelles il faudra que je fasse mon chemin. Je préfère qu'on me parle d'autre chose, qu'on me parle que vous me parliez de ce que vous maîtrisez vous, et que moi, je fasse ce travail de transcription en musique, de comment on traduit ce que vous voulez me raconter musicalement. Ça, c'est passionnant, ça, j'adore ça. Ouais. Comment vous avez déterminé que, par exemple, cette partie allait être en chanson, ce moment est important? C'est quoi un peu ce processus? C'était très libre, ouais, totalement, c'était très libre. On était tous les quatre enfermés dans le Périgord, dans un lieu de résidence. Pendant combien de temps? Pendant plusieurs mois. Plusieurs mois d'affilée. On faisait un travail sur table. On avait ce traitement posé au milieu de nous comme une sorte de petite bible. Et Jacques Audiard et Thomas Biguin qui tournaient autour de la table en fumant leurs cigarettes, réfléchissant comme ça. C'était incroyable. Moi, j'avais l'impression d'assister à une sorte de masterclass de scénario. C'était fou, de construction de scénario. Et nous, on pointait du doigt des moments qui, pour nous, faisaient chanson. On avait décidé dans le film de pas musicaliser les dialogues. C'est pour ça d'ailleurs qu'il voulait pas tout de suite dialoguer les scènes. Quand il y a une chanson, c'est qu'il y a quelque chose vraiment d'important à prendre en charge, d'important à raconter, qui va vraiment faire avancer l'histoire, la narration, ou qui est suffisamment chargé émotionnellement pour supporter une chanson. On voulait pas que tout le monde chante. On voulait que quand on chante, c'est parce qu'on enchante le monde, d'une certaine manière. On transcende le réel. On a opté pour faire en sorte que la musique infiltre la réalité, infiltre le réel. Si possible, qu'il n'y ait pas de plaquage du moment chanson. On voulait éviter le côté un peu trop on-off de certains films musicaux où la lumière change, le son change, les voix deviennent des voix de performance vocale parfaites. On voulait garder donc les fragilités, les vulnérabilités de la voix. Sentir ces aspérités-là. J'imagine que travailler à 4, c'est hyper enrichissant, ça doit être super intéressant, mais en même temps, vous êtes 4 génies. Est-ce que des fois, il y a eu quelques frictions, vous n'étiez pas d'accord ou Bien sûr, en fait, quand on est enfermé en quelque sorte, à 4, investi artistiquement, créativement, on épouse nos compétences, mais on épouse aussi toutes nos folies, quoi. C'est ça. Donc oui, évidemment, il y a eu des tensions, il y a eu des frictions. Mais au final, en fait, la chose qui nous ramenait tout le temps, c'était cette œuvre qui nous dépasse, en fait. Et c'est ce que j'aime sentir aussi, moi, dans mon métier, c'est que à chaque fois que je mets de l'énergie sur quelque chose, sur un disque ou un film, ce qui m'intéresse, c'est cet objet-là. Ça dépasse même le réalisateur ou le chanteur avec qui je travaille, ou évidemment moi-même. C'est l'œuvre, en fait, qui nous importe. Et parfois, on avait tous tellement envie de donner pour cette œuvre. C'est ça, mais on l'aimait tellement. J'imagine. Que, bon, forcément, ça frictionnait un peu, quoi. Il y a beaucoup de morceaux, du coup, qui sont partis à la corbeille. Ah oui, on pourrait faire un double album, je pense, ouais. Donc, on parlait du Festival de Cannes, en mai 2024. Tout le succès se concrétise enfin. Et après la France, c'est les États-Unis. La campagne des Oscars, c'est une vraie campagne électorale. C'est-à-dire qu'on va faire des dîners, des réceptions, des cocktails, des projections, ce qu'ils appellent des Q&A, donc des questions-réponses après les projections avec le public, avec un modérateur. Tout ça pour rencontrer des votants et pas seulement du public ou des journalistes. Et tout ça demande beaucoup d'énergie. Et de cette expérience, est-ce que ça a changé un peu votre rapport à la musique ou à l'industrie? Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience aux États-Unis? Alors, je ne sais pas si ça a changé mon rapport au fait de faire la musique, mais le rapport à l'industrie, oui, parce que là-bas, l'industrie est tellement énorme. L'industrie cinématographique, l'industrie de la musique sont tellement énormes que c'est impressionnant. On se sent à la fois très important et à la fois tout petit, parce qu'on est dans un flot avec un monde fou. Mais c'est très impressionnant parce que là-bas, tout est régi en petite société.
Il y a la société des compositeurs, la société des chefs opérateurs, la société des scénaristes, la société des costumes. Et je dirais qu'il y a une autre chose que je retiens, c'est l'art de la célébration qu'ont les Américains, qui est quand même assez agréable. On parle souvent d'un côté un peu fake, un peu. Mais moi, je trouve que c'est agréable de pas avoir de complexe là-dedans, d'être au contraire heureux de soi, heureux et fier de soi, heureux du travail accompli. C'est ce côté bon enfant, justement. Exactement, et enthousiaste, en fait. Ouais. On a été vraiment accueillis, bras ouverts, avec des gens qui nous disaient « Mais vous êtes des légendes, c'est magnifique ce que vous avez fait, vous vous rendez compte ?» Et nous, en tant que Français, on a du mal avec ça, quoi. On n'a pas l'habitude. On n'a pas du tout l'habitude de ça. C'est assez suspicieux d'être fier de soi. Donc c'était de l'air frais pour moi, quand même. Ça m'a fait du bien. Et c'était aussi, j'imagine, beaucoup de représentations, du coup. Que ça, je dirais. Ouais, fallait convaincre. C'était stressant ou ça restait quand même amusant, excitant, mais j'imagine qu'il y a quand même cette pression aussi d'être toujours en représentation. Tout est très timé, c'est très court en général, donc il faut être convaincant très vite. Il faut être, si possible, intéressant, sympathique, beau, drôle. Et on était en campagne avec des films concurrents, donc on a un esprit un peu de promotion qui est assez sympa, évidemment. On n'est plus seulement concurrents, on est aussi, c'est la promotion 2025 des Oscars. Donc il y avait beaucoup Daniel Craig avec nous, il y avait beaucoup Demi Moore, Emma Stone aussi, avec Pamela Anderson, Ben Stiller. On retrouvait toujours un peu les mêmes têtes. Mais il y a des moments assez cocasses, par exemple dans des gros événements comme les Critics' Choice Awards, qui se passent sur une espèce de tarmac de l'aérodrome de Santa Monica. C'est un hangar. L'intérieur est plein de paillettes, mais les sanitaires, c'est des Algeco. Et donc, vous sortez et vous faites la queue avec Daniel Craig, Emma Stone, Hugh Grant. Ça, c'est assez comique. J'ai des images comme ça assez comiques de la campagne. Idole, oui, star, oui. Mais en fait, on est tous pareils. On est tous dans ce même moment de mélange d'excitation, d'effervescence, d'enthousiasme, d'exaltation. Et on est là pour défendre des œuvres, en fait. En tout cas, ce film est quand même magnifique et incroyable. D'ailleurs, vous êtes parti aux Oscars. Au final, ça n'a pas été annulé. Non. J'ai d'ailleurs une photo à vous montrer. Vous êtes avec Camille. Oui. Vous êtes magnifique, heureux. Vous portez cette veste forestière en velours bleu nuit et un pantalon assorti. Alors cette photo, regardez si vous voulez regarder un petit peu plus. Pourquoi ce bleu velours ? Mon lien avec la maison Berluti, c'est Jean-Pierre Beau, qui a été d'un soutien sans faille depuis Cannes et qui m'a suivi donc sur toute cette campagne. Et quand on a parlé des Césars et des Oscars qui arrivaient, on s'est dit peut-être qu'il faudrait quelque chose d'un peu particulier. Ouais, c'est osé le bleu velours. Ouais, il m'a montré plein de photos et j'ai flashé sur cette veste, la forestière. Sur la coupe, sur la couleur ? Sur la coupe d'abord, parce qu'il y avait quelque chose de... c'est une veste de travail, quoi, en fait. C'était la veste de travail du Corbusier, une veste qui date de 1947, qui vient des ateliers Arnise, et les ateliers Arnise font partie maintenant de la maison Berluti. Ce qui me parlait beaucoup, c'est que moi, je me sens très artisan dans mon métier. Artisan de la musique. J'aime bien considérer mon métier comme... moi, je fais mes partitions comme un ébéniste va fabriquer un meuble, comme un couturier va fabriquer une chemise, ou comme un bottier, comme Berluti va façonner une botte autour d'un pied. Moi, j'aime bien me considérer comme un artisan, et cette veste, tout de suite, m'a parlé. J'ai l'impression d'avoir... Je voyais déjà mon crayon et ma gomme, là, et mon papier à musique sur la poche. Et j'aimais beaucoup cette veste. J'aimais aussi le côté légèrement austère qu'elle avait dans ce col, je crois qu'on dit col Mao. On a eu deux déclinaisons de ce costume. On a eu les Césars, qui étaient en velours marron, donc en peau. Et ensuite, aux Oscars, ce velours bleu foncé. Magnifique. Bon, j'ai même vu dans les journaux Clément Ducol en Berluti, une élégance veloutée. Ah oui, d'accord. Ouais. Okay. Très bien. Ça me va. Est-ce que s'habiller, maintenant, pour vous aussi, devient une forme de langage pour vous aujourd'hui ? Mais en fait, je pense que la création, la créativité, elle est partout dans la vie.
Quand on est musicien ou peintre ou poète ou peu importe, je trouve que la vie doit devenir artistique. Enfin, moi, c'est comme ça que je la vis. Tout est artistique, tout est expression de soi, en fait. Et donc, oui, faire attention à comment on s'habille, évidemment, ça fait partie de tout ça. C'est à nouveau un rapport à l'autre, en fait. C'est comment on se positionne dans le monde. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la portée collective des choses. C'est-à-dire, c'est pas seulement, on fait pas seulement ce métier pour soi. Moi, je me verrais mal écrire des choses dans ma caverne pour un film que j'adore, qui me fait vibrer, et puis sortir en haillons, quoi. J'aime bien me raconter à travers l'habit aussi. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Roland Barthes. Comme sensible pur, le corps ne peut signifier. C'est le vêtement qui assure le passage du sensible au sens. Et j'aime beaucoup ça. Ouais. Comme la poésie peut être quelque chose de privilégié pour l'expression de soi. Mais je trouve que le vêtement, il permet de découvrir quelqu'un. On peut se révéler par le vêtement aussi. Parfois, on est quelqu'un de timide, de trop sensible, et le vêtement va nous permettre de nous exprimer. On va vouloir porter des couleurs très vives, alors qu'on est quelqu'un de très, très réservé. Et de se réinventer aussi. De se réinventer, ou de tromper aussi. On peut tromper par le vêtement. Ce que j'aime bien aussi, c'est le carnaval. Je crois que carnaval, ça vient de carne levare, en italien. Alors, qui veut dire enlever la chair, enlever la viande, en fait, parce que c'était juste avant le carême. Voilà. Mais on peut voir ça aussi de manière symbolique, comme en fait, on se déguise, on enlève notre peau, on montre notre vrai visage, en fait. Donc, j'aime bien le fait que l'habit, oui, c'est une expression de soi, c'est une information pour l'autre, et c'est aussi, on peut aussi s'amuser avec ça. Il y a d'ailleurs, j'ai une autre photo pour vous, justement, c'est lors des Critics' Choice Awards. Ouais. Oui, alors là, c'était un peu spécial parce que les Critics' Choice Awards arrivaient peu de temps après les incendies de Los Angeles. Et donc, le mot d'ordre était d'éviter les costumes de gala pour essayer de ne pas froisser les gens qui étaient vraiment en difficulté à cause des incendies. L'idée était plutôt la sobriété ou quelque chose de chic, mais sans être trop ostentatoire. Et j'ai beaucoup aimé cette veste, d'abord parce qu'elle est verte, elle est verte foncée. Pardon, j'ai peut-être pas les termes adéquats. Mais voilà, pour moi, c'est du vert foncé avec ce pantalon beige. Moi, ça m'évoque le rapport à la nature, en fait. Exactement. Et je trouvais ça beau dans ce moment critique où il y a plein de malheureux qui ont perdu des maisons, mais on pense aussi aux millions d'animaux et d'insectes qui ont péri. Et aux arbres, évidemment. Et donc là, je trouvais ça beau. C'est comme une ode à la nature, quoi. Ce costume pour moi, à ce moment précis de la campagne. Vous avez bien réussi à le retranscrire en tout cas dans la tenue. Merci. C'est magnifique. Alors avant, Emilia Pérez, le nom du coup Clément Ducol était moins connu du grand public. Mais pourtant, la musique, vous vous y êtes plongé depuis l'enfance. C'était avec votre famille. Vos deux parents étaient musiciens, je crois. C'est bien ça ? Oui. Mon père était compositeur. Ok. Compositeur de musique contemporaine et professeur d'analyse musicale au CNSM de Paris. Et ma mère était flûtiste et professeure de musique en collège. Donc vous avez eu des cours de musique dès votre enfance Oui, en fait, moi, c'est au-delà des cours. En fait, ma vie était musique. Mes parents étaient musiciens et on vivait que dans la musique à la maison. À tel point que, très sérieusement, je pensais que le monde entier était musicien. Je pensais que tout le monde faisait de la musique, que c'était la norme, en fait. C'était la même réalité pour tout le monde. Bien sûr, ouais. Jusqu'à mes 11 ans. Jusqu'à la 6e, je me souviens très bien d'un jour où j'ai pris conscience de ça. J'ai dit à ma mère, mais en fait, il y a des gens qui ne savent pas faire de musique. Elle m'a dit, bien sûr. Et donc, je lui ai dit, mais moi, donc, mon rôle dans cette vie, c'est d'être musicien, en fait. Alors qu'il y en a d'autres qui font autre chose. Et elle m'a dit, oui, mais si tu veux... Tu peux faire autre chose, t'as pas... Non, mais je comprends que moi, c'est ça mon truc, en fait, d'accord. Donc oui, moi j'ai baigné dans la musique, même dans le placenta, j'allais dire. Dans les mémoires prénatales, je pense qu'il y a déjà des notes de musique qui traînent. Ouais. Et vous avez commencé avec quel instrument en étant petit ? J'ai commencé par le chant. En fait, j'ai eu un choc en allant voir les petits chanteurs de Paris. Ils étaient 9 garçons. Une des dernières maîtrises de garçons en France. Je les ai vus à l'église des Billettes, dans le Marais, à Paris.
Et j'ai pas eu d'éducation religieuse, mais là, j'ai eu un choc spirituel, je pense. Et j'ai dit à mes parents, je veux chanter. J'avais 7 ans. Et donc, l'année d'après, à 8 ans, j'ai intégré donc les Petits Chanteurs de Paris. 3 heures de polyphonie par jour, avec un emploi du temps scolaire aménagé. Donc, le matin, je faisais les cours, et l'après-midi, on faisait 3 heures de polyphonie. Et j'ai fait ça jusqu'à mes 15 ans, jusqu'à ce que ma voix mue. J'ai vécu des expériences extraordinaires. On a enregistré beaucoup de disques, on a fait beaucoup de créations, on a tourné dans le monde entier. J'ai eu la chance de jouer Ignolde dans l'opéra Péléas et Mélisande, mise en scène par Peter Brook. Produit, j'avais 11 ans. C'est produit au Bouffe du Nord, mais en tournée dans toute l'Europe. C'était assez extraordinaire et je trouve que c'est une école musicale géniale, la chorale. On avait une formation musicale assez lourde autour de la polyphonie, mais des cours de technique vocale aussi. Et j'aime bien cette idée de faire musique, de faire chor dans un ensemble. Et pas en soliste, mais comprendre les autres, écouter les autres. Je trouve même que c'est une école d'apprentissage de la société assez remarquable, en fait. On gomme les origines sociales, en fait, on s'en fout. On est là pour faire corps, et pour faire un corps homogène, et pour chanter ensemble, en fait, et s'harmoniser. Et je trouve que ça, dans la société aujourd'hui, ça devrait être obligatoire. Vraiment. Et aujourd'hui, vous chantez encore ou plus du tout? Oui, alors le rapport à la voix était difficile parce que j'ai perdu ma voix comme tous les hommes vers 14-15 ans. Et là, il a fallu que je me réinvente une vie musicale parce que c'était comme si moi, ma vie était finie. En fait, ma vie musicale était finie. Moi, j'étais avec des jeunes de mon âge qui, eux, commençaient à percer dans la musique et dans la danse parce que j'étais dans des écoles à double cursus, musique-études. Donc il y en avait qui rentraient au conservatoire, qui faisaient des carrières déjà. Ouais. Et moi, c'était fini. Donc j'ai été animé à ce moment-là d'une urgence qui m'a jamais lâché. Une urgence de se réinventer, de trouver quel va être mon moyen d'expression maintenant, si j'ai plus cette voix. Donc j'ai fait de l'harmonie, de l'orchestration, de la direction d'orchestre, de la percussion, de la batterie, j'ai eu des groupes de rock. Vous avez touché à tout pour savoir un peu... J'ai touché à tout le plus vite possible. Et j'ai commencé à écrire. Il y a d'ailleurs un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Pascal Quignard qui dit « Le jeune homme qui mue, en perdant sa voix, devient compositeur ». Quelque chose comme ça. Moi, ça me parle beaucoup. C'est comme si j'avais dû transformer cette voix que j'avais perdue, la voix des anges un peu, la voix des jeunes garçons qui s'en va. Il a fallu que je la réincarne dans quelque chose. Et elle passe par l'écriture maintenant. Et c'est comme si ma voix d'enfant, je la faisais revivre maintenant à travers les voix, à travers ce que je travaille autour des voix avec lesquelles je travaille, les voix des chanteuses ou des chanteurs avec qui je travaille, ou le violoncelle qui est l'instrument le plus proche de la voix humaine, que j'ai pratiqué pendant 10 ans aussi. J'ai vraiment l'impression d'entendre ma voix à travers cette écriture maintenant. Et je chante aussi. Maintenant, je m'y remets. Mais j'ai mis énormément de temps à accepter ma voix. À accepter cette ma voix parlée, ma voix d'homme. Je voulais pas travailler ma voix chantée d'homme, de baryton, basse. Donc j'ai travaillé ma voix de haute contre pour rester là-haut. Et aujourd'hui, je rechante. Je Toujours là-haut, vous acceptez maintenant votre... Un peu les deux. Un peu les deux. C'est en construction. Je prépare un album, là, oui. Génial. Pour quand? Vous avez une date à voir? Non, à voir. Quand vous étiez du coup enfant, quelles voix vous ont habité? Est-ce que vous vous souvenez Alors, nous, à la maison, on écoutait que de la musique classique et de la musique contemporaine, la bossa nova, parce que j'avais de la famille au Brésil. Mais j'ai des grosses lacunes en variété française. J'ai vraiment pas écouté ça. J'ai découvert ça beaucoup plus tard en travaillant en fait avec les chanteurs. Oui, il y a des voix qui m'ont marqué, notamment la voix de Chung Won Park, qui est une chanteuse coréenne avec qui j'ai tourné donc Péléas et Mélisande de Debussy, qui était ma maman dans l'opéra Mélisande. J'ai été proche physiquement de cette femme quand elle chantait, parce que Peter Brook voulait que je fasse mon rôle de petit garçon jusqu'au bout, donc on se faisait beaucoup de câlins. Et j'ai vraiment des sensations de mon oreille collée à sa poitrine, et d'entendre cette voix qui résonne. Donc ça m'a marqué dans mes cellules, j'ai envie de dire. Voilà. Après, il y a la voix de Nina Simone qui m'a marqué quand j'étais jeune. Cette voix androgyne, incroyable. La voix des contre-ténors qui m'a toujours marqué. Comme Jean Nirouet, qui est un contre-ténor français que j'adore. Il y en a plein au final, tous les jours on découvre de nouvelles voix. J'ai d'ailleurs une petite surprise pour vous. J'ai une mélodie à vous faire écouter.
Alors c'est Camille, votre compagne, qui nous l'a partagée. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette mélodie? C'est incroyable, ça. Belle surprise. C'est une très belle surprise, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis très ému. En fait, elle évoque ce dont je viens de parler. Elle parle de la mue, cette chanson. Elle parle de la mue. C'est une chanson que j'ai composée il y a 15 ans à peu près, et que j'aimerais mettre sur mon album, et sur laquelle Camille a écrit des paroles magnifiques sur la mue, où elle joue beaucoup sur le mot mue, parce que c'est un très beau mot aussi. La mue, et ça parle d'ailleurs, la mue, ça parle aussi à nouveau, je trouve, de l'habit, du vêtement. On change de corps, on change de peau. Voilà, donc ça parle aussi de mon rapport avec Camille, qui est ma compagne depuis 16 ans. Et donc cette chanson, c'est la première chanson qu'on a écrite à deux, que j'ai composée, elle a écrit les paroles, et qui me raconte. Donc c'est très touchant pour moi. Donc comment avez-vous rencontré Camille ? J'aime bien raconter que pour rencontrer ma femme, j'ai passé une audition. Étonnant. Elle cherchait en fait des percussionnistes. Moi, je suis percussionniste aussi de formation. Et je me suis formé à la danse parce que j'ai beaucoup travaillé avec une compagnie de danse, avec un chorégraphe qui s'appelle Thomas Aguerri et qui aime faire danser les musiciens aussi. Et ce chorégraphe me dit, la chanteuse Camille cherche des percussionnistes pour sa prochaine tournée et des danseurs. Moi, je vais passer l'audition. Si tu veux la passer avec moi, viens à Paris. Je me suis dit, pourquoi pas. Pourquoi pas, rien à perdre. Voilà. Et donc j'ai passé cette audition, j'ai rencontré Camille à cette audition, j'ai été pris, mais je n'ai pas pu faire la tournée parce que j'étais trop occupé par ailleurs. Donc bon, j'ai fait quelques promos, j'ai fait taratata, j'ai fait deux, trois trucs, et après j'ai eu à nouveau de ces nouvelles 1 an après, parce que le percussionniste qu'elle avait embauché s'était cassé la jambe sur la tournée. Oh. Et donc elle m'a appelé en me disant « Est-ce que tu pourrais le remplacer sur les dernières dates de tournée ?» J'ai répondu favorablement et j'ai terminé la tournée. Alors il y avait le Zénith de Paris, il y avait quelques dates en Allemagne, et la tournée se terminait en Australie en janvier 2009. Et en Australie, à la fin de la tournée, le dernier concert, on fait une fête. Et moi, j'ai appris énormément sur ce petit bout de tournée. J'ai appris énormément parce que moi, je sortais du conservatoire. En gros, j'avais la tête bourrée de théorie, bourrée de vérité musicale. Et de fait, j'en avais plein parce que bon, j'avais quand même beaucoup travaillé. Oui. Mais elle, c'était la première fois que je me connectais avec une artiste aussi libre. Vous êtes très différents dans... On est très différents, en tout cas, dans l'héritage musical, dans la formation. Non, ouais. Elle, c'est une pierre brute. Okay. Elle est d'une liberté créative absolue, ce qui fait des étincelles parfois. Mais là, ça m'a marqué, quoi. Cette tournée, je me suis dit, mais quelle chance, quel bonheur d'être aussi libre. Et moi, ça m'a aussi un peu secoué dans mes convictions musicales, dans mes théories. La pratique et l'instinct narguent la théorie. Et là, vraiment, j'ai appris énormément à son contact. Et donc, je lui ai dit, j'avais besoin de lui dire, ce jour-là, on était sur la plage de Bronte Beach avec toute l'équipe. Il était très, très tard ou très tôt le matin. Et je lui ai dit vraiment tout ce que je pensais, tout ce qui avait été fort pour moi. Ça a dû être étrange, d'ailleurs, pour elle, parce que moi, j'avais l'impression de vivre un vrai moment dans ma vie d'homme, mais dans ma vie d'homme artiste aussi. Et dans ma vie d'homme aussi, parce qu'en fait, j'ai senti qu'évidemment, au-delà de cette admiration, il y avait aussi de l'amour, du désir, il y avait plein de choses. Et on s'est pris dans les bras et notre relation a commencé là. Faut en faire un film, hein.
Une comédie musicale. Si vous voulez. C'est vrai qu'on parle beaucoup de vous comme un duo, c'est toujours Clément et Camille. Est-ce que maintenant vous arrivez encore à vous surprendre quand vous travaillez ensemble? Oui, je crois que effectivement on est très différents, donc on est très complémentaires. Donc on travaille très bien ensemble et le travail musical fait vraiment partie de notre couple. La musique s'est infiltrée dans notre couple et même dans notre vie de famille maintenant, parce qu'on a 2 enfants qui sont aussi des petits artistes. Des petits prodiges. Des petits prodiges, je sais pas, mais en tout cas qui sont des musiciens, des danseurs, notre fille veut être actrice. Et oui, la musique fait partie de notre couple, on travaille très bien ensemble et on se surprend forcément parce que c'est un métier qui est fait que de surprises. Enfin, moi, je l'envisage que comme ça. Je supporte pas l'idée qu'il y ait une répétition ou qu'il y ait une méthode. C'est un métier dans lequel il n'y a jamais de méthode. Il est fait que d'adaptation permanente. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une œuvre d'art qui se ressemble, il n'y a pas un artiste qui se ressemble. De même que dans la nature, tout est absolument hétérogène. Il n'y a pas un brin d'herbe pareil. On peut pas répéter une expérience. Ça marche pas. Ça marche jamais. On se plante forcément. On va à l'échec. Donc, oui, la vie nous surprend tout le temps. Et les nouvelles collaborations nous surprennent tout le temps. Donc, en ce sens, notre vie est encore pleine de surprises. De surprises, et ouais. C'est magnifique, en tout cas. Merci. De vous nourrir comme ça, mutuellement. Alors, quand on parle aussi de vous, donc on vous décrit comme compositeur, comme arrangeur. Vous avez plein de casquettes différentes. Oui, c'est moi qui aime bien qualifier mon métier des fois d'accoucheur. Quand on fait appel à mes services pour faire des arrangements ou de la réalisation d'un album, on parle de relations humaines. Moi, par exemple, le premier disque que j'ai fait avec Vincent Delerme, il m'a invité chez lui et on a parlé de la vie, mais on n'a pas parlé une seconde de son disque à venir. Et je suis sorti de là rempli de tout ce qu'on s'était dit. C'était le disque Les Amants Parallèles, donc en plus qui racontait quelque chose de très intime pour lui. Donc j'avais l'impression d'être en 2 heures de temps d'avoir une relation de 10 ans avec Vincent Delerme. Et ça c'est fabuleux parce qu'en fait c'est toute cette nourriture de la rencontre qui fait qu'après on est créatif dans le travail. J'aime bien d'ailleurs ce petit dicton. Je crois que c'est Brian Eno qui dit ça, mais qui dit slow preparation, fast execution. En fait, j'aime bien ça parce qu'en fait, on se nourrit de plein de choses qui sont pas forcément la chose en soi, le disque en soi, ou la chanson, ou la partition. On va pas passer 50 heures à écrire un arrangement. C'est pas vrai. En fait, on va se nourrir de cette relation. On va se nourrir de qu'est-ce qu'il a envie de raconter. On va se nourrir du lieu même. Peut-être même de ses habits. De comment on est habillé ce jour-là. Parce que c'est sur cette image-là que je vais me faire une image, moi, de cet homme-là, à ce moment-là. Et c'est ça qui, moi, va nourrir mon imaginaire. Et le moment de la partition, le moment de l'exécution musicale, il peut être très rapide. Mais j'ai pas répondu à votre question. Quand on est au plus près de l'artiste, qui est au bord d'accoucher de son œuvre, il y a un moment très dur. Il y a un moment où on a envie l'œuvre de la garder pour soi, la garder dans son ventre et le partager avec le monde. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose? Est-ce qu'on est sûr que c'est le meilleur album? Est-ce qu'on est sûr que c'est le meilleur film? Donc moi, mon rôle à ce moment-là, c'est d'aider à faire sortir cette œuvre et de couper le cordon. Et que cette œuvre, elle a sa vie propre, il faut l'accepter. C'est pour ça que j'aime bien dire des fois que je suis un accoucheur. Parce que j'aide au passage, je pense. C'est ça, la musique, c'est aussi la sensorialité. Comment vous, du coup, vous traduisez la musique, enfin la matière sonore via justement les rencontres? Comment vous la traduisez ensuite en musique, cette matière sonore? Je sais pas comment expliquer ça. Mais oui, j'aime bien en tout cas que être musicien, c'est pas forcément faire de la musique tout le temps. C'est avoir un regard musical sur le monde. De même qu'on peut avoir un regard poétique sur le monde ou un regard de peintre sur le monde. Mais j'aime que que tout respire musique. Et vous diriez aussi que la musique, c'est aussi de la couleur. On parlait tout à l'heure des peintres, vous êtes artisan, avec votre métier aussi d'arrangeur. Oui, bien sûr. Il y a les couleurs sont très subjectives, hein, mais il y a quand même des gens qui ont établi une sorte de vérité de la couleur en musique. C'est des gens qui pratiquent la synesthésie, ou qui ont un don de synesthésie. La synesthésie, c'est mettre en lien les différents sens. Et notamment Olivier Messiaen, qui était compositeur. Et la musique, pour lui, c'était
presque avant tout des couleurs. C'était des notes plus ou moins... Ah oui, c'était très précis. Plus ou moins donc appuyées. les couleurs, c'était une musique violette avec une tendance quand même violet pâle avec une lueur de jaune. Ouais. Et il y a des scènes cocasses. Comme mon père m'a dit un jour que lui, il a répondu d'une manière hasardeuse en disant oui, moi je pense que c'est une musique rouge avec un petit reflet bleu, et qu'Olivier Messiaen l'a regardé en disant c'est tout à fait ça. Bien joué. Bravo. J'aime bien considérer évidemment qu'il y a de la couleur dans la musique. Et d'ailleurs, je pense que si je vous pose la question sur la musique que vous avez écoutée tout à l'heure, par exemple, là, qu'on a écoutée tout à l'heure, c'est quoi pour vous? Pour moi, ce serait une couleur un peu pêche, ou entre le bleu et le pêche. Et c'est une couleur vive ou... Non. Voilà. Bah, moi, je suis d'accord. Ouais. D'accord, c'est pas une couleur vive, c'est une couleur satinée, peut-être. Peut-être que si on parle de matière, ça pourrait être de la soie. Exactement, ouais. Là, un truc très volatile. En tout cas, moi, j'adore parler de musique comme ça. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'aime bien quand les réalisateurs parlent d'images plutôt que de musique. Parce que c'est leur langage à eux. Ils voient en images, mais parlez-moi en images. Moi, c'est mon travail, moi, de transcrire après. Moi, mon mode d'expression, c'est la musique. Donc après, l'émotion, c'est l'émotion que ça génère. Donc ça veut dire être suffisamment ouvert émotionnellement pour se connecter à cet instinct-là, à ce ressenti. Et après, normalement, ça découle. Il y a ici, au sein de la Maison Berluti, vraiment une forte conviction que chaque homme est l'artiste de son élégance. Ça touche aussi à la musique. Selon vous, est-ce qu'une musique élégante, ça existe ? Je dirais qu'il y a une manière élégante de faire de la musique. Moi, j'aime les gens qui travaillent avec raffinement, avec cette élégance, c'est-à-dire cette minutie dans les apports musicaux, dans les arrangements, dans la qualité du son. L'élégance, c'est aussi savoir s'effacer, je pense. Et en musique, le silence est très important. Peut-être que parfois, mon rapport à l'élégance en musique, c'est le rapport au silence. Okay. Le silence habité. Mon père, par exemple, mettait des indications musicales sur les silences. Comment habiter le silence. Parfois, mon travail d'arrangeur, plutôt que d'habiller la musique de quelque chose, il la déshabille. Plutôt que de me faire valoir en tant qu'arrangeur en rajoutant des couches de son et de matière, je vais avoir tendance à dire, alors, moi, je vais plutôt tout enlever. Je vais garder juste ton piano et ta voix. Parce qu'en fait, je trouve que c'est là quelle élégance. Dans l'habit, c'est pareil, parfois s'habiller tout en noir, on peut se cacher en s'habillant. Donc si on marche un peu dans vos pas, Clément, il y a un détour que j'aimerais faire avec vous. C'est l'Italie, Rome, plus précisément. Votre père a reçu le Grand Prix de Rome et a été pensionnaire à la Villa Médicis. Vous étiez tout petit à ce moment-là, vous étiez peut-être même pas né. Vous y avez vécu ou du tout à Rome ? Oui, j'y ai vécu. J'ai failli y naître parce que je suis arrivé là-bas, j'avais 19 jours. Ma mère pouvait pas voyager parce qu'elle était trop enceinte. Et mon père, il a eu le prix de Rome en 81, donc l'année de ma naissance. Et on est resté 2 ans sur place, 2 ans et demi sur place. En fait, je pense que j'ai un rapport à l'Italie qui est pas intellectuel, qui est sensoriel. J'ai été tellement petit que tous mes premiers émois, mes premières relations à mes sens sont italiens, quoi. L'oreille, le toucher, la langue, la chaleur, le goût. Je mangeais des nèfles par terre dans l'herbe dans la Villa Médicis. Donc j'ai un rapport à l'Italie qui est extrêmement fort, mais vraiment d'un ordre cellulaire. Je sais pas comment dire, parce que je parle pas italien malheureusement. J'adore cette langue. Je me sens très proche, alors que je parle pas. Mais je pense que ma vie à un moment va forcément arriver en Italie. Donc vous avez été bercé entre autres aussi par la musique d'Ennio Morricone. Vous vous souvenez du premier morceau peut-être de lui que vous avez découvert en étant jeune ? Oui, je crois qu'un des titres qui m'a tout de suite plu chez Ennio Morricone, c'est Kimai. Alors justement, on parlait de l'élégance. Il a ce don, comme un haïku japonais, il a ce don pour mettre juste ce qu'il faut. Sans en faire trop. Sans en faire trop, c'est pas des énormes orchestrations, c'est par contre des sons très choisis. C'est une voix de femme lyrique avec une guimbarde, un piano, une
petites batteries, mais c'est tellement fin, quoi. Ça, pour moi, c'est le summum de l'élégance. Et moi, ça me bouleverse. Vraiment, ça m'émeut bien au-delà du film. Et est-ce que vous vous inspirez un peu justement de l'Italie, des fois, dans vos compositions ? Mais je pense que j'ai un rapport, comme je vous disais, qui est inné à l'Italie. Et je souris, parce que Camille, à chaque fois, se moque gentiment, mais j'ai un attrait même pour la variété italienne, la chanson italienne. Et quand je composais pour Emilia Pérez, je faisais du yaourt, parce que je parle pas espagnol. Et je faisais du yaourt qui s'apparentait beaucoup plus à un yaourt italien. Italien que espagnol. Ça faisait rire tous les Mexicains avec qui on travaillait. J'adore aussi Andrea Laszlo de la Simone, ce compositeur qui a eu le César de la meilleure musique l'année dernière, je crois, pour Le règne animal. Oui, je crois qu'au fond de moi, j'ai une inspiration italienne, qui est vraiment très ancienne, quoi. Vous êtes en tout cas dans la bonne maison, parce que Alessandro Berluti, avant d'arriver à Paris, lui a d'ailleurs accompagné une troupe d'acrobates à Crémone. Je ne sais pas si vous le saviez. Okay. Et il a appris justement le violon et a notamment joué un Stradivarius avec sa troupe. On dit souvent que la musique est un voyage. Où vous emmène-t-elle, Clément, aujourd'hui ? Je crois que elle m'emmène dans le voyage le plus intéressant, mais le plus long aussi, le plus fragile, qui est le voyage intérieur, en fait. Plus je grandis, plus j'ai l'impression d'aller au fond de moi. Mais vraiment, c'est très fort. Au début, on est plein d'enthousiasme, plein d'excitation, on survole plein de choses, on apprend plein de choses. Puis de fil en aiguille, on recentre les choses et on écrit pour s'exprimer de plus en plus. Vous continuez à apprendre qui vous êtes, à ce que vous voulez transmettre aussi. Ouais, je continue à chercher. Qui je suis et donc à apprendre, ouais. Grâce aux artistes avec qui je travaille, grâce à tous ces réalisateurs et tous ces films, toutes ces œuvres. Ouais. Toutes ces rencontres. Oui. En tout cas, merci, vous nous avez fait voyager aujourd'hui. Merci beaucoup. Et pour vous remercier de ce moment partagé, on a pensé à vous offrir un sac de voyage. Magnifique. Belle surprise. Magnifique, sublime. C'est le sac Overnight en cuir softy. Donc vous voyez, il est assez souple. On l'a même personnalisé avec vos initiales. Incroyable. Il y a CD. Incroyable. Quel cadeau vous me faites. Embossé comme ça sur le sac. Et c'est la même typographie que le logo Berluti. D'accord. C'est sublime. Il vous plaît ? Ça me touche beaucoup. Ouais, ça me plaît beaucoup. Ça me touche beaucoup. Pour continuer du coup vos beaux voyages, votre belle aventure. Merci, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Et alors avant de nous quitter, on a un dernier rituel. Comme vous le savez, ce podcast s'appelle « Dans les pas de » et évoque du coup cette idée vraiment de transmission, de partage, tout ce qu'on a abordé aujourd'hui. Alors je vais vous demander de compléter cette phrase. Pour marcher dans les pas de Clément Ducol, il vous faudra... Alors, pour marcher dans les pas de Clément Ducol, il vous faudra rester curieux. Ça vous va ? C'est le plus important au final, dans la vie. Ouais, c'est simple, hein, mais parce que être curieux, c'est être ouvert à l'autre, en fait. Tout est relation, tout est histoire de relation. Surtout ne pas avoir peur. Pas avoir peur. Un grand merci, en tout cas, Clément, pour cette rencontre privilégiée. Et on continue de vous suivre et on continue bien sûr de vous écouter. Merci pour votre soutien.